Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Thomas de Koninck de m'avoir proposé de participer à ce colloque. Je dois dire qu'au début, j'étais un peu dubitative. Je n'étais pas sûre d'être concernée. Et depuis 2 jours, je pense qu'il a eu très raison et je l'en remercie. Je remercie aussi son équipe qui, depuis des semaines, nous entoure, nous envoie des emails et nous prépare. Voilà. Alors, pour comprendre les raisons pour lesquelles certains peuples autochtones choisissent dans les années 2000 le concept du bien vivre, ou buen vivir en espagnol, comme alternative au développement destructeur de notre planète, il faut, selon moi, resituer leur démarche dans l'histoire du mouvement autochtone des 50 dernières années. Dans les années... donc la première partie de mon intervention sera la dynamique autochtone des 50 dernières années, et dans une deuxième partie, je vous parlerai du bien vivre. Dans les années 60-70, les autochtones sont souvent considérés dans les deux Amériques comme des obstacles au développement et un frein à la construction nationale. Pour y remédier, les États mirent en œuvre des politiques d'assimilation qui cherchèrent à fondre ces autochtones dans la société globale pour en faire des citoyens. Et nous avons eu hier, avec Peter Hernerk, un très bel exemple de cette politique d'assimilation à travers les pensionnats. Pour combattre ces politiques gouvernementales qui les condamnaient à disparaître en tant que peuple et à perdre leurs droits territoriaux, les autochtones réunirent leurs forces et s'organisèrent politiquement. On assiste en effet au début des années 70 dans les deux Amériques à l'émergence de nombreuses organisations autochtones, tant sur le plan local que national. Mais leurs revendications, telles que le droit à l'autodétermination ou le droit aux territoires ancestraux, ne sont pas entendues par les gouvernements. Cette absence de dialogue pousse alors les leaders autochtones à choisir la voie internationale. Ils savent cependant que seuls de grands regroupements interethniques et la création d'ONG autochtones les feront accéder à la scène onusienne. Ils organisent donc de grandes rencontres, notamment en 1975 à Port Alberni, en Colombie-Britannique. Vous avez 52 leaders, Samis, Inuits, Maoris, aborigènes d'Australie et Indiens des deux Amériques, qui, pour la première fois, partagèrent leurs expériences. En dépit de leurs différences, ils soulignèrent dans une déclaration finale leur même enracinement autochtone et affirmèrent leur volonté de prendre en main leur propre destinée. Pour concrétiser cette volonté, ils décidèrent de créer le Conseil mondial des peuples autochtones. Plusieurs autres regroupements se feront sur le même mode dans les années suivantes, comme l'International Indian Treaty Council, Inuit Circumpolar Conference ou le Conseil indien d'Amérique du Sud. Tous furent accrédités comme ONG avec statut consultatif auprès du Conseil économique et social, ce qui devait leur faciliter l'ouverture des portes de l'ONU. Pour comprendre cette volonté autochtone de jouer la carte internationale et onusienne, afin que les droits de leur peuple soient reconnus,
il faut tenir compte du contexte international des années 60-70. À l'ONU, dans les années 60, comme on l'a déjà dit depuis 2 jours, c'est la culture des droits de l'homme qui prédomine. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est accompagnée dans les années 60 par l'adoption des 2 pactes, l'un sur les droits civils et politiques et l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et dans le pacte sur les droits civils et politiques de 1966, l'article 1 stipule « Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes et en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » À l'époque, cela concerne surtout les pays colonisés qui vont négocier leur indépendance. Mais l'ONU est alors loin de penser que cela touche aussi les peuples autochtones. Et pourtant, selon Abjord Eid, qui est un juriste norvégien et expert onusien, les peuples autochtones rejoignent les pays colonisés puisqu'ils dénoncent le colonialisme interne dont ils sont victimes. Dans ce même pacte sur les droits civils et politiques, l'article 27 concerne les minorités et leur droit d'avoir leur propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion ou d'utiliser leur propre langue. À la fin des années 60, la sous-commission sur la prévention de la discrimination et de la protection des minorités va entreprendre toute une série de rapports sur divers aspects de la discrimination de ces minorités. Et l'un de ces experts, Augusto Willemsen Díaz, un guatémaltèque, va s'intéresser à la question autochtone en collectant des informations et en rencontrant un certain nombre de leaders comme George Manuel, un chef amérindien de Colombie-Britannique. Et dans son rapport, Díaz recommande qu'une étude sur les populations autochtones soit officiellement entreprise. Ce que la Commission des droits de l'homme accepte en 1971 en chargeant un certain José Martínez Cobo, diplomate équatorien, d'en être le responsable politique, mais en réalité, c'est Augusto Díaz qui va faire tout le travail. Cette étude est très importante parce qu'elle va participer à l'internationalisation de la question autochtone. En effet, il va aborder les diverses dimensions à l'échelle mondiale et il va souligner notamment l'inadéquation des normes internationales en vigueur. Donc, la nécessité de créer un groupe de travail spécifique pour les populations autochtones. Mais pendant que Díaz faisait son étude, et elle va durer assez longtemps puisqu'elle ne sera publiée qu'en 1986, bien que chaque année il vient devant le Conseil des droits de l'homme et rapporte où en sont ses recherches, les représentants autochtones vont s'employer à convaincre les membres du Conseil économique et social que les peuples autochtones ne sont pas des minorités. Et ils furent aidés dans cette tâche par les gouvernements nordiques, sensibilisés bien sûr aux problèmes samis, et par des ONG créées par des anthropologues comme Yves Guillat en 1968, Survival International en 1969, qui dénonçaient les massacres et la colonisation sauvage des Indiens, dont les Indiens étaient victimes en Amérique du Sud. Les organisations autochtones vont aussi chercher à s'exprimer par elles-mêmes dans l'enceinte onusienne afin de faire entendre leur voix devant les représentants des États. Ça ne marche pas. Non, on appuie sur l'ordi.
Ben oui, c'est ça. J'avais fait ça. Donc, ils décident de se faire entendre eux-mêmes devant les représentants des États. Et un premier dialogue a lieu lors d'une conférence organisée par des ONG en 1977 à Genève sur la discrimination contre les peuples autochtones des Amériques. Et pour la première fois dans l'histoire, une centaine d'Indiens, que vous voyez ici, représentent plus de 60 nations autochtones des deux Amériques, et donc ils furent conviés au Palais des Nations pour parler de leurs problèmes. Revêtus, là on ne voit pas très bien, mais il y a d'autres photos qui le montrent, revêtus de leurs costumes traditionnels, accompagnés par leurs aînés, les leaders autochtones pénétrèrent dans l'enceinte onusienne où ils purent s'exprimer librement, et ils se présentèrent comme les représentants de peuples autochtones ayant des liens spécifiques avec la terre, et ils proposèrent une déclaration de principe pour la défense des nations et des peuples autochtones. C'était un texte prémonitoire, puisque ce texte abordait toutes les grandes questions qui vont faire l'objet de débats pendant les 30 années suivantes à l'ONU. Une autre conférence, qui va porter sur les peuples autochtones et leur rapport à la terre, va d'ailleurs avoir lieu en 1981, où des représentants autochtones des deux Amériques, mais aussi d'Australie et de Norvège, vont expliquer comment ils conçoivent la nature et quelles sont leurs relations spécifiques avec la terre-mère. Donc, ces premières rencontres vont faire ressortir le manque d'outils juridiques pour la défense des droits des peuples autochtones. Les pressions conjuguées des organisations autochtones avec statut consultatif à l'ECOSOC, des ONG de soutien à la cause autochtone et un certain nombre de gouvernements, comme les gouvernements nordiques, le Canada et l'Australie, vont réussir à convaincre le Conseil économique et social de la nécessité de créer un tel groupe de travail. Et c'est ainsi qu'en 1982, ce groupe de travail sur les populations autochtones va être créé. La notion de peuple autochtone est encore loin à cette époque de rallier une majorité des États à l'ECOSOC, mais les représentants autochtones avaient déjà réussi quelque chose, de s'imposer en 5 années à l'ONU comme de nouveaux acteurs politiques avec lesquels il fallait compter. Selon moi, ce groupe de travail va servir de creuset à la fabrication de l'autochtonie, qui va dépasser, bien sûr, les frontières des deux Amériques pour devenir une identité planétaire. En effet, la participation s'est très vite amplifiée et diversifiée. D'une 50aine de participants en 1982, on passa 7 ans plus tard à plus de 400 représentants autochtones venant d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de l'Inde, du Bangladesh, des Philippines, du Japon. Et en 1989, l'Afrique fit son entrée avec un groupe Maasai du Kenya, puis en 1990 d'un représentant, c'est celui-là, des peuples de Sibérie, et un représentant maori de l'île de Pâques. À partir de la fin des années 90, plus de 1000 autochtones, représentant 370 millions de personnes autochtones réparties dans 77 États, participèrent à ce forum international annuel. Ensemble, ils ont su, pendant plus de 30 ans, se mobiliser pour défendre leurs droits, mettre en avant leurs valeurs,
dont leurs relations à la terre, qui sont à la fois spirituelles, sociales, économiques, culturelles et politiques. Et ils vont, avec les experts onusiens et les délégués gouvernementaux, rédiger une déclaration de leurs droits en tant que peuple autochtone qui sera acceptée à l'ONU en 2007, comme vous le savez sans doute. Nous avons là le chef Willie Littlechild au moment de l'adoption de la déclaration et à ses côtés, à gauche, Vicky Taoli-Corpus, qui est actuellement rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. Donc ensemble, ils ont réussi à convaincre les gouvernements, les experts, l'ONU, que le terme population était dégradant et insultant, puisqu'ils étaient généralement utilisés pour décrire des espèces animales. Et ça, c'est un chef cri, Ted Moses, qui l'a déclaré à l'ONU. Donc la déclaration, ils ont réussi tout à la fin à inclure le mot peuple plutôt que population. Par rapport à tous les instruments onusiens, cette déclaration a plusieurs particularités. D'abord, en participant à l'élaboration des 46 articles de cette déclaration, les autochtones sont devenus des sujets et non plus des objets de droit international. Cette participation des autochtones a permis une nouvelle compréhension des droits de l'homme, en particulier la notion de droit collectif sur les terres et ressources naturelles. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont des instruments juridiques de portée universaliste et individualiste, et qu'ils protègent l'homme et le citoyen, la Déclaration des droits des peuples autochtones reconnaît le particularisme ethno-culturel autochtone. Sous la pression des revendications différentialistes autochtones, le droit international a pris un virage identitaire, comme l'ont bien souligné en 2000 les juristes Ghislain Otis et Marge Melkevic. Cet identarisme autochtone, en donnant une grande place à la collectivisation des droits, ébranle la conception individualiste qui constitue le socle de nos sociétés libérales modernes. Donc je vais maintenant, ayant brossé ce cadre, vous parler du principe du bien vivre dans les années 2000. Ce concept de bien vivre émerge donc à cette époque dans plusieurs pays latino-américains et ce sont des intellectuels autochtones qui le proposent pour réagir au désordre provoqué par le développement capitaliste dans leur communauté. En Équateur, par exemple, une douzaine d'autochtones ayant fait des études universitaires en droit, en anthropologie, en sciences sociales, en linguistique, ayant eu des responsabilités politiques dans les organisations autochtones, appartenant pour la plupart à la nation Quichua, la plus importante des 13 nationalités en Équateur. Ces intellectuels autochtones ont publié des articles et des livres sur le bien vivre depuis le début des années 2000 jusqu'à maintenant. En Bolivie, ce sont aussi des autochtones ayant le même profil, appartenant cette fois-ci au peuple Aymara qui propose ce même principe. Alors, en quoi consiste ce bien vivre? En Équateur, on utilise le terme quichua Suma Kasai, que vous voyez, et en Bolivie, Suma Camana. En réalité, il y a un petit tilde qui ne figure pas sur la diapo. Tous deux signifient vivre bien, vivre en plénitude, et c'est un Bolivien, Fernando Wanakuni Mamani, qui donne une définition parmi d'autres. Pour lui, le bien vivre, c'est vivre en harmonie et en équilibre avec les cycles de la terre-mère,
du cosmos, de la vie et avec toutes les formes d'existence. Ce Fernando Anacuni Mamani est un avocat à Aymara, chercheur spécialisé sur la cosmovision et l'histoire andine et actuel ministre des Affaires étrangères de Bolivie. Ajoutons que le bien vivre implique une nécessaire convivialité afin de vivre en harmonie avec tous, ce qui invite à partager plutôt qu'à rivaliser avec l'autre. Le bien vivre repose sur les principes de l'équité, de la solidarité, de la réciprocité, du respect, de la reconnaissance de la différence et surtout de la reconnaissance que nous faisons partie intégrante de la nature, que nous faisons partie de la biodiversité et que nous avons la responsabilité de prendre soin de notre planète. La notion de bien vivre valorise la relation des hommes avec la nature et repose sur des traditions millénaires inscrites dans les communautés autochtones. Le bien vivre se distingue de la notion de vivre mieux, occidentale, synonyme d'individualisme, de désintérêt pour les autres, de recherche du profit, d'où une nécessaire exploitation des hommes et de la nature. Le vivre mieux signifie aussi progrès illimité, accumulation de biens matériels, concurrence, recherche de pouvoir, consommation excessive. Tout cela crée une société inégale, déséquilibrée, prédatrice, anthropocentrique et contre la nature. Alors maintenant, pourquoi la nature, la notion de bien vivre émerge-t-elle dans les années 2000 ? Elle correspond de la part des autochtones à un constat d'échec des politiques de développement dans les communautés autochtones. Ces leaders se rendent compte que l'exploitation du pétrole, comme en Équateur par exemple, depuis des années, n'a fait qu'augmenter la pauvreté des communautés autochtones et a participé à la destruction, notamment de l'Amazonie, c'est-à-dire à la contamination des eaux et à la perte de la biodiversité, ce qui a pour résultat pour les autochtones des problèmes de santé, une émigration vers les centres urbains et beaucoup de conflits intercommunautaires. Carlos Viteri, un intellectuel quichua, originaire de la communauté de Sarayaku, l'a bien compris. Il a participé au combat de cette communauté contre la venue d'une société pétrolière argentine qui devait s'implanter dans la zone de cette communauté. Il écrit « Nous ne voulons pas devenir un champ pétrolier. C'est comme si nous accepterions la mort. C'est tout le contraire de notre bien-vivre, Sumak Kasai, la vie en plénitude. Pour nous, continue-t-il, écrit-il, le territoire ne représente pas un sol, et encore moins ce que les Occidentaux appellent des ressources naturelles. Pour nous, le territoire, c'est fondamentalement un espace de vie dont nous pouvons jouir, d'autant plus que nous ne le transformons pas. D'ailleurs, ces autochtones, alors fermez les guillemets, d'ailleurs, ces autochtones ne comprennent pas pourquoi les gouvernements créent des ministères et font des lois qui conçoivent séparément le sol, les forêts, la faune, l'eau et le sous-sol. Ils disent, pour nous, c'est une seule unité, et les concevoir séparément,
c'est comme séparer un cœur, du corps où il bat. Plus globalement, ceci amène certains intellectuels autochtones à formuler une critique du système occidental, dont la base, pour eux, c'est la privatisation de la mère nature, selon Luis Macas, qui est président de la principale organisation autochtone en Équateur, la CONAIE. Pour argumenter son propos, Luis Macas cite Descartes, représentant pour lui de la pensée occidentale, qui écrit dans le discours de la méthode « L'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature ». Pour Macas, ce paradigme cartésien équivaut, et je cite, à une rupture de l'homme avec la nature qui devient une ressource, une marchandise privatisable. Tout le contraire du Sumak Kasai, le bien-vivre, qui conçoit l'homme comme faisant partie de la nature. D'autres théoriciens autochtones du bien-vivre critiquent les théories du développement, qui conçoivent les sociétés autochtones comme arriérées, pauvres et sous-développées. Le développement, c'est en quelque sorte, pour l'un de ces autochtones, une continuité de la colonisation, mais par d'autres moyens. Le Buen Bibir se différencie du concept de développement parce qu'il n'a pas comme objectif prioritaire l'accumulation de richesses à partir de l'exploitation excessive de la nature. Et cette hyper-exploitation des ressources naturelles fait dire à Monica Chouri, autre autochtone quichua de Sarayaku et spécialiste en communication, que, et je cite, « La planète est malade. Les forêts, les fleuves sont en train de mourir. Le modèle de développement capitaliste nous conduit à une catastrophe environnementale avec des conséquences imprévisibles. C'est pour cela que nous pensons à des alternatives comme le bien-vivre. » Alors bien sûr, il y a eu des critiques de ce concept. Des voix se sont élevées pour mettre en question ce Buen Bibir en estimant qu'il avait été inventé et qu'il n'avait rien à voir avec ce que les anthropologues écrivent sur les communautés autochtones. Alors on peut répondre à ces critiques plusieurs choses. D'abord, qu'il est dangereux d'essentialiser les sociétés autochtones, de les concevoir de façon statique et de les analyser dans un continuel présent ethnographique, comme le font un certain nombre de mes collègues. Les autochtones qui parlent, écrivent sur le bien-vivre, puisent dans des racines communautaires et dans des savoirs autochtones le bien-vivre pour gérer leur présent et concevoir leur avenir face aux politiques extractivistes de l'État. Le bien-vivre, qui constitue une catégorie centrale de leur philosophie de vie, s'inscrit dans cette démarche dynamique. Ensuite, pour répondre toujours à ces critiques, il est intéressant de noter la concomitance des recherches de deux théoriciens autochtones sur le bien-vivre, Simon Yampara, sociologue aymara bolivien, qui commence en 2001 à inclure dans ses publications la notion de Sumancamanga, alors qu'à la même époque, Carlos Viteri, anthropologue quichua équatorien, divulgue le concept de Sumak Kasai à partir de ses recherches avec le peuple de Sarayaku dont il est originaire. Il est donc difficile de penser qu'en Bolivie, comme en Équateur, ce concept de bien-vivre aurait été inventé la même année dans des langues et des contextes différents. Enfin, on retrouve cette idée de bien-vivre chez de nombreux autres peuples autochtones, comme les Guaranis en Bolivie, avec leur expression Ñangue Reco,
Chez les Mapuches du Chili, qui parlent de Kume-Mongen, chez les Shuar en Équateur, avec le concept de Shir Waras, décrivant une vie harmonieuse qui inclut un état d'équilibre avec la nature, chez les Shipibo-Conibo du Pérou avec la notion de Hakonashati, signe de convivialité et partage avec les autres, chez les Ashaninka du Rio Ene au Pérou, avec l'expression Kametsa Asaike, qui symbolise un processus de relation unissant les gens entre eux avec leur environnement naturel. Et enfin, en Amérique du Nord, on trouve également chez un certain nombre de groupes amérindiens cette notion de bien vivre, notamment chez les Cris et les Anishinaabe. La liste, bien sûr, n'est pas close, et je pense que l'on trouverait cette même notion chez de nombreux autres peuples autochtones, et j'incite les étudiants à prendre comme thème ces recherches. Ce qu'il faut noter par ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels non autochtones portent beaucoup d'intérêt, des intellectuels non autochtones latino-américains portent beaucoup d'intérêt à ce concept. J'en choisirai deux en particulier, qui sont des économistes. Eduardo Gudinas, qui appartient au Centre latino-américain d'écologie sociale de Montevideo en Uruguay, et Alberto Acosta, également économiste, plus connu pour son parcours politique en Équateur, puisqu'il a été président de l'Assemblée constituante de 2007 à 2008, ministre de l'énergie et des mines, et un acteur de premier plan du processus révolutionnaire de ce pays. Alors, je vais m'attarder sur Alberto Acosta, et je me demandais comment il découvre cette notion de bien vivre et pourquoi il l'adopte. Donc, Acosta participa à la création en 1995 du mouvement d'unité nationale Pachakutik, qui est un mouvement non exclusivement indien et qui regroupe des leaders de la principale organisation autochtone, la CONAIE, Confédération des nationalités indigènes d'Équateur, et des acteurs urbains venant des mouvements sociaux de gauche. Et en travaillant avec ces Indiens, notamment Macas et d'autres, au sein de ce mouvement politique, Acosta, cet économiste non autochtone, découvre le concept du bien vivre, l'adopte et soutiendra son insertion en 2008 dans le texte constitutionnel en tant que président de l'Assemblée constituante. Dans son livre sur le Buen Vivir en 2014, le premier paru en français, et je vous incite à le lire car il est très intéressant, qui s'appelle Le bien vivre, il écrit, et je cite, « Avec son postulat d'une harmonie entre l'humain et la nature, son opposition au concept d'accumulation perpétuelle et son retour aux valeurs d'usage, le Buen Vivir, ou bien vivre, en tant que proposition ouverte et en cours d'élaboration, invite à développer une vision de la vie alternative. » Acosta est en effet persuadé qu'il faut construire d'autres façons de vivre, qu'il faut surmonter le divorce entre la nature et l'être humain. Et selon Acosta, c'est l'une des plus grandes tâches qui nous attendent. Conduire ce changement historique doit devenir le défi majeur de l'humanité si l'être humain ne veut pas compromettre sa propre existence sur Terre. Acosta va d'ailleurs œuvrer pour inclure 3 articles, les articles 71 à 73, consacrés aux droits de la nature dans cette même constitution de 2008. Pour la première fois au monde, la nature devient sujet de droit. Oui, je vais dépasser, mais c'est pas grave. Avec cette innovation fondamentale, c'est la nature qui est au centre
et non plus l'homme. Et selon Acosta, toujours, il s'agit d'une conception biocentrique qui entraîne des décisions importantes comme des processus de démarchandisation de la nature et la restauration des écosystèmes dégradés. Autre élément important, c'est l'introduction à la demande des représentants autochtones du terme Pachamama, qui est utilisé dans la Constitution équatorienne. C'est un terme quichua qui signifie terre-mère et qui renforce la reconnaissance de la plurinationalité dans cet État et dans cette Constitution. Si nous prenons la Bolivie, qui a connu également de grands bouleversements avec l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en janvier 2006, une nouvelle constitution a été également adoptée en janvier 2009, qui reconnaît non seulement 36 nations autochtones, mais garantit les autonomies indigènes et marque, comme en Équateur, une rupture avec la tradition libérale. Elle fait référence au bien vivre en le présentant comme un principe éthique et moral de la société plurielle bolivienne. Dans l'article 8, par exemple, ce principe a la même importance que ceux de liberté, solidarité, réciprocité, équité sociale, etc., auxquels il est associé. Puis il est précisé dans cette Constitution que le concept de bien vivre est associé à la forme d'organisation économique de l'État. En effet, l'article 306 d'une Constitution très longue précise que le modèle économique bolivien est pluriel et a pour objectif l'amélioration de la qualité de la vie et le bien vivre, ce qui requiert bien sûr des changements économiques importants comme une juste redistribution de la richesse. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en Bolivie, le bien vivre est une valeur morale, alors qu'en Équateur, ce même concept, dit autrement, puisque chaque fois c'est dans des langues autochtones, est présenté comme un droit. Le droit du bien vivre est inclus dans toute une autre série de droits, sans prérogative les uns sur les autres. Par exemple, l'article 14 de la Constitution équatorienne reconnaît le droit de la population à vivre dans un environnement sain et écologiquement équilibré qui garantit la durabilité et le bien vivre. Puis, lorsqu'on traite du régime du bien vivre avec celui du développement, ce dernier, le développement, est défini comme l'ensemble organisé, durable et dynamique des systèmes économiques, politiques, socioculturels et environnementaux qui garantissent la réalisation du bien vivre, du Summa Kasai. Eduardo Cudinaz, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un sociologue uruguayen et il estime que la constitution équatorienne va beaucoup plus loin que celle de Bolivie, car elle précise davantage le droit du bien vivre et reconnaît les droits de la nature. La constitution bolivienne, par contre, reste très ambiguë sur ce sujet, puisque certains articles précisent que l'État devra stimuler l'industrialisation et la commercialisation des ressources naturelles, tout en préservant l'environnement pour le bien vivre des générations présentes et futures. En d'autres termes, le développement sans nuire à la nature. La Bolivie doit faire face en effet à ces contradictions entre une société civile qui veut changer de paradigme en proposant une nouvelle idéologie basée sur le bien vivre et des réalités économiques héritées d'un passé colonial que l'on ne peut pas évidemment effacer du jour au lendemain. En effet, la Bolivie est dépendante des industries extractives et en 2007, les minerais, le gaz et le pétrole représentaient 74% de ses exportations.
Or, le revenu de ces exportations sert en grande partie à financer les programmes sociaux de son budget. En Équateur, c'est plus intéressant, le président Rafael Correa avait décidé en 2007 de sortir du modèle extractiviste et de ne pas exploiter les réserves de pétrole dans la région du parc national Yasuni en Amazonie équatorienne, classée en 1989 comme réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO. Et pour ça, il va faire appel au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, pour mettre sur pied ce qu'on a appelé le plan Yasuni, qui consistait, en échange de ce choix politique, à recevoir une compensation financière de la part de la communauté internationale. Ce plan éviterait ainsi l'émission de plus de 400 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Un plan Yasuni serait administré par le PNUD. Et Ban Ki-moon, secrétaire général à l'époque des Nations Unies, a salué en 2010 la signature de cette entente, la première dans le monde, qui proposait un nouveau modèle de conservation de la biodiversité et une nouvelle façon de concevoir la coopération entre pays développés et en voie de développement, fondée sur une gestion environnementale qui protège la biodiversité et atténue le changement climatique. L'objectif, c'était de collecter 3,6 milliards sur 13 ans, soit la moitié de la valeur estimée des réserves pétrolières non exploitées à Yasuni, mais les fonds vont tarder à venir et Correa, le président de l'Équateur, a dû reconnaître l'échec du plan Yasuni et se résigner, le 16 août 2013, à signer un décret autorisant l'exploitation du pétrole dans cette région. Il manquait en effet 4 milliards de dollars au budget de l'Équateur et l'Équateur avait par ailleurs contracté une dette de 7 milliards envers la Chine. Or, les Chinois ne voulaient pas être remboursés en espèces, mais ils voulaient être remboursés en pétrole. Et avec cet exemple, nous voyons que le principe de solidarité écologique dont on a discuté le premier jour est loin d'être accepté par la communauté internationale comme une proposition concrète pour construire une justice climatique. Alors, ces réalités économiques remettent-elles en question la pertinence du bien vivre? Comme ailleurs en Amérique latine, l'Équateur, la Bolivie sont deux pays qui souffrent de ce qu'Alberto Acosta, cet économiste dont j'ai parlé tout à l'heure, a appelé la malédiction de l'abondance. C'est-à-dire que ces pays, l'Équateur, la Bolivie, détiennent beaucoup de richesses, mais ces richesses les rendent dépendants. Ces richesses attirent les industries extractives aux mains des sociétés transnationales qui exploitent minerais, pétrole, forêts, sans retombées économiques pour les populations locales, tout en polluant et détruisant leur environnement. Pour se sortir de ce cercle infernal, Goudinas, que j'ai cité tout à l'heure, pense qu'il faudrait d'abord déconnecter le continent sud-américain de l'économie globale pour le rendre plus autonome afin de retrouver ce qui est fondamental, l'usage de la terre pour alimenter les peuples de ce continent. Alberto Acosta, l'équatorien, pense qu'on doit faire place à des transitions en partant de pratiques alternatives comme le bien-vivre, orientées vers une vie en harmonie entre les humains et la nature. Le défi est donc de passer de l'anthropocentrisme au biocentrisme, mais la construction de ce bien-vivre, écrit Acosta, requiert une nouvelle économie capable de retrouver la nature et de répondre aux exigences non du capital, mais de la société. En guise de conclusion, saurons-nous écouter cette proposition des peuples autochtones de deux pays andins, historiquement marginalisés et discriminés, mais qui ont su, grâce à leur résilience pendant des siècles,
se mobiliser pour faire leur place dans le système onusien afin qu'on reconnaisse leurs droits. Et juste une dernière... Voilà, ça c'est le bien vivre, qui est un peu flou parce que c'est agrandi, mais c'est circulaire, et vous voyez les humains à l'intérieur du Buen Vivir, qui est représenté par une femme et par la nature. Je vous remercie.